Bonjour les auditeurs. Ouais, bonjour. On est un peu émus, hein, Oui, parce que Bonsoir. bonsoir. Oui. voilà. Alors il y a toi, Françoise. et puis toi et enfin Gérard. On va peut-être joint par Julien ou Julien et Thierry. On ne sait pas encore pour le moment. Bon, alors donc l'émission est consacrée à la montée de la répression et aux violences policières, en particulier à la préfecture du Cher, dans la préfecture du Cher, Bourg, pas à l'intérieur du bâtiment de la préfecture, bien que... Donc la première chose va être de donner la parole à Jean-Marc qui va faire une introduction à cette émission en nous parlant de la violence d'une façon un petit peu philosophique. Donc, la violence est-elle plus efficace que la non-violence pour obtenir gain de cause? Des manifs de Hong Kong à celles des Gilets jaunes, en passant par les marches sur le climat, on vit dans les cortèges deux modes d'action différentes. D'une part, les partisans d'action non violente et ceux qui, au contraire, veulent jouer le coup de force. Pourquoi la non-violence est-elle parfois plus efficace? Pour deux raisons. La première, c'est que la non-violence peut faire effet de masse. Quand vous êtes dans un mouvement non-violent, vous pouvez réunir de larges pans de la population, notamment les personnes dites vulnérables, personnes âgées, jeunes, handicapées, personnes précaires économiquement. La violence a des coûts personnels, psychologiques, physiques beaucoup plus élevés et les mouvements violents récoltent souvent moins de monde. Ce qui est important, c'est que le nombre soit la force. La non-violence crée des divisions chez l'adversaire. Exemple, le mouvement qui actuellement revendique la baisse de l'âge de la retraite. Vous allez voir que dans quelques temps, le gouvernement subira des divisions en son sein. Et ces divisions sont bien chez l'adversaire, qui peuvent être une force pour... Contrairement à la violence qui, elle, polarise et va souder l'adversaire, les moyens violents détournent l'attention de la cause poursuivie pour focaliser les débats sur le fait seul du recours à la violence. On l'a vu dernièrement sur différentes chaînes, ça, il ne manque pas de déblatérer, il y a plein de violences, bon, voilà. Donc sur la violence policière proprement dit, les images et vidéos de manifestants battus au sol ou violentés par des policiers se multiplient. Depuis l'hiver 2018 et récemment, les manifestations Gilets jaunes, près d'une trentaine, voire plus de personnes ont été mutilées et on déplore la perte d'un œil ou d'une main. On parle de plus de blessés par la police en 2018 qu'en 20 ans. Pour autant, il est difficile de se procurer des chiffres précis sur le nombre de blessés, tant de plaintes déposées par les victimes sont aléatoires. Deux armes en particulier sont portées du doigt par les associations de défense des droits de l'homme. Le flashball, appelé aussi LBD, et les grenades de désencerclement. Ce matériel est-il nouveau? Est-il utilisé dans d'autres pays occidentaux? Y a-t-il vraiment plus de blessés que lors d'affrontements précédents entre policiers et manifestants? Notre police est-elle de plus en plus violente? Y a-t-il moins de violences policières qu'hier si on se reporte au début du XIXe siècle? Mais sur ces dernières années, il y a une augmentation des armes de type grenade et de type LBD qui ont causé des blessures irréversibles dans des quantités précédemment inconnues en France, mais aussi dans d'autres démocraties européennes. Merci Marc. Bon, là le tableau est dressé par rapport à tout ce qui a été la vie quotidienne, on peut dire, ou au moins hebdomadaire des Gilets jaunes depuis 14 mois et qui continue à l'être avec une accentuation depuis cette convergence syndiquée Gilets jaunes où dans le cadre des retraites, une espèce de fusion s'est produite entre des éléments du peuple qui jusque-là n'étaient pas forcément toujours liés. Et c'est dans ce cadre-là que Françoise, le 5 décembre, a fait les frais d'un durcissement sur Bourges
de l'opposition des forces de l'ordre locales. Comment ça s'est passé, Françoise, cette première finalement confrontation? Première, je ne vais pas dire première, parce qu'en fait, depuis les Gilets jaunes, moi j'ai toujours fait les manifestations tranquilles, entre guillemets, c'est-à-dire des syndicats, n'étant ni syndiqués, ni encartés politiques. Mais il n'y avait pas de violence. C'est gentil, on a le parcours qui est bien fait, donc tout est encadré. C'est la manif. Mais quand je fais partie des Gilets jaunes et que là, il y a eu, au mois de décembre l'année dernière, là j'ai vu ce que pouvait être l'intervention de la police dans une manifestation qui n'est pas une manifestation classique, qui est une manifestation de Gilets jaunes, nationale à Bourges avec beaucoup de gens. Et là, il y a eu l'utilisation des LDB, des grenades lacrymogènes sur des gens qui... on était certes, il y avait des gens violents peut-être, mais il y avait beaucoup de gens qui n'y étaient absolument pas, et là l'usage a été fait quand même. Donc je me suis dit, c'est pas Paris, mais dans les petites villes, en fait, la police et les préfets sont prêts à utiliser la violence pour réprimer ce mouvement qu'ils ne comprennent pas, et donc il y a un problème, quoi, parce que donc 2 manifestations comme ça. Et en fait, moi, la manifestation du 5 décembre, c'est vrai qu'on était avec les syndicats, l'intersyndicale, la CGT principalement. Tout s'est bien passé jusqu'au moment où, là, on a voulu, comme on l'avait déjà fait avec les Gilets jaunes, aller voir la préfète. Les syndicats devaient y aller. Et c'est vrai que les Gilets jaunes, on se met un petit peu en avant, donc moi, je suis partie devant. Et là, impossible de passer. En fait, la préfète attend des gens, et bizarrement, il y a les policiers qui vous empêchent de passer. Donc, vous ne comprenez pas. Soit on a attendu, on y va, soit on est indésirable et on nous bloque comme ce jour-là. Et donc, moi, j'ai voulu passer. Et puis là, à un moment où j'avais le porte-voix, mais j'ai vu un policier commencer à préparer quelque chose. Je ne comprenais pas ce que c'était, mais je voyais que c'était dangereux. Et on m'a dit que ça allait être les grenades. Et moi, j'ai dit à cette personne de ne pas tirer. Et j'ai rien vu. Un policier m'a bousculé. Apparemment, c'était 2, mais moi, j'ai senti qu'un coup de bouclier. Et là, je me suis retrouvée à terre. Sachant pas, avec toute la violence qu'il a pu mettre et moi, du coup, j'ai pas pu empêcher le tir. Le tir s'est fait. Donc, les tirs ont été faits à 5 reprises, m'a dit entre autres un journaliste du journal local. Moi, je croyais qu'il y avait eu un tir, point. En fait, il y a eu 5 tirs sur des gens qui étaient un peu âgés, des enfants, il y avait des enfants, puis des gens normaux, des gens qui sont pas des black blocs, quoi. Enfin, c'est vraiment la population de Bourges ce jour-là. Et moi, cette violence, j'ai pas accepté, et donc j'ai porté plainte. Mais cette violence, moi, des manifs, j'en ai toujours fait, j'ai jamais connu ça, quoi. Donc Moi, à Jaune, en fait, on a eu la chance de pouvoir filmer en profondeur de l'Illier, c'est-à-dire on était perpendiculaire à la rangée des forces de l'ordre et à droite et à gauche, à environ 1 mètre, des manifestants, dont certains, comme le relate le journal local, habillés de gilets jaunes. Et l'ambiance était plutôt fraternelle. Et sur cette vidéo en plan fixe, on passe d'un échange courtois avec un représentant des forces de l'ordre qui met sa main sur l'épaule d'un gilet jaune et qui lui parle à l'oreille, puis qui se recule. On passe dans le même plan à leurs collègues derrière la rangée qui nous empêchaient de rentrer pour rencontrer la préfète. On voit 3 individus qui se bagarrent avec un lanceur de grenades lacrymogènes parce qu'ils ne savent visiblement pas s'en servir. Et dans le même plan, donc sans coupure, on voit finalement ce lanceur de grenades qui lance une grenade. Et quand on lit le journal local ou les tweets de la préfète du moment, il y avait déjà des altercations vives entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre. Ce que ce plan fixe dément complètement sans avoir besoin d'en dire plus. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as tenté de porter plainte, à quel moment ? Alors, en fait, il y avait, là c'était un jeudi, et il y avait une manifestation le samedi
toujours organisée par la CGT. Et en fait, cette manifestation s'est terminée. Alors là, ça a été tranquille, hein, jusqu'à ce qu'on arrive devant les grilles de la préfecture, donc le logement de la préfète, devant les grilles qui sont gardées tout le temps. Et là, chacun a pu parler, donc principalement les personnes de la CGT, les personnes des FSU, enfin donc ils ont discuté. Et moi, on m'a demandé de prendre la parole pour les Gilets jaunes. En fait, enfin pour les Gilets jaunes, pour moi, mais parce que j'ai un gilet jaune, mais il n'y a pas de représentant, vous le savez, mais pour raconter un petit peu ce qui s'était passé, quoi. Et donc là, on m'a suggéré d'aller porter plainte, mais aller porter plainte contre la police, à la police, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, les gens m'ont dit, si, on va aller avec toi, on va descendre avec toi. Et là, les policiers étaient là, évidemment, hein, on était toujours bien encadrés. Donc là, les policiers, ils ne savaient plus trop quoi faire, mais en fait, on était une cinquantaine. Donc on a commencé à descendre là, vers le commissariat, et là, donc ils nous ont encadrés, ils savaient pas trop, voilà, ils savaient plus quoi faire, donc ils nous ont encadrés. C'était une suite de manifs et on a le droit, parce que bon, il y a des personnes qui sont un petit peu au courant, donc ils m'ont dit, Françoise, on peut y aller, c'est une suite de manifestations, tu as le droit, et nous on va aller avec toi. Ok, bon, donc nous descendons la rue d'Oron, qui s'appelle à Bourges, hein, et là un policier vient à côté de moi et dit, Madame, il faudrait porter plainte par Internet. Bon, je réponds pas, parce qu'il paraît que je suis agressive, donc je me tais. Donc, il me répète, Madame, il faudrait porter plainte par Internet. Je lui dis, je n'ai pas Internet. Voilà, 2 fois de suite, parce qu'il m'a réitéré, donc je n'ai pas Internet. Je redescends, et là, au bout de la rue, il me dit, mais il n'y a pas de plainte le samedi, on ne prend pas les plaintes le samedi. Ah, je réponds pas, hein, parce qu'il ne faut pas répondre, sinon on n'est pas gentil. Et là, j'ai un ami qui lui dit, excusez-moi monsieur, mais en fait, moi, j'ai été confronté à ce problème. On est allé un vendredi pour porter plainte avec une amie. Mon amie voulait porter plainte, ils n'ont pas pu prendre. Donc, en fait, ils nous ont convoqué le samedi. Donc, samedi, quoi. Ah oui, mais c'était avant. Ah oui, c'était avant. Il nous dit ça, bon, on ne répond pas. Moi, je file, hein, je ne parlais pas comme ça. On file, on prend une petite rue, et là on prenait toute la rue d'Oron, après une petite rue on la prend, et arrivé au bout de cette petite rue des écoles, le policier me dit, Madame, si vous ne vous mettez pas sur le trottoir, le groupe, on va être obligé d'utiliser des moyens. Et en fait il dit à l'ami qui était à côté qu'après qu'il allait faire des formations et qu'après ils allaient utiliser les armes. Effectivement, il y avait une voiture qui était garée devant nous, coffre ouvert, et les policiers qui fouillaient dedans, sûrement pour chercher. Mais moi je dis aux policiers, mais monsieur, il n'y a aucun problème. Les trottoirs sont assez larges pour nous accueillir, donc nous allons au commissariat sur le trottoir. Il n'y a pas de souci. Donc je demande à un ami qui avait un ami gilet jaune qui avait son sifflet, de rameuter tout le monde sur le trottoir, ce qu'il fait, et on se met sur le trottoir. Ah là c'était gênant, parce qu'en fait on avait obéi. Donc en fait, on nous a ouvert la route, ce policier me dit, non, finalement madame, vous allez aller au commissariat avec la route pour vous. Ok, soit. On arrive au commissariat, 50, mais alors là, problème, parce qu'ils ne prennent pas les plaintes, donc on me redit encore que ce serait bien que je ne porte pas plainte. Non, bon. Et en fait, on a pu rentrer à 6. On a été reçus par la commissionnaire divisionnaire, c'est ça, commissaire divisionnaire, pardon, la commissaire divisionnaire, qui nous a accordé 1 heure de son temps. On n'a pas pu porter plainte, je n'ai pas pu porter plainte parce qu'en fait, ils étaient 25 là-dedans, mais il n'y en a aucun qui prenait les plaintes. En fait, il fallait que je vienne voir la petite jeune fille le lundi matin qui travaille de 9h à 17h. Autrement, c'est les plaintes urgentes. Et moi, c'était pas urgent. Il est vrai que c'était fait. J'avais les bleus partout, c'était pas la peine de... Voilà, c'était bon. Du coup, le lundi, donc ils ont essayé de nous dissuader, elle a été très gentille, on s'est touché les épaules, c'était bien. Et en fait... Ah oui, mais moi je suis très tactile. Hein. Alors même la commissaire, je la touche, comme tous les policiers que je trouve, parce que j'étais infirmière, et moi, il faut que je touche. Sinon, ça se passe pas bien. Ça, c'est un des reproches qu'ils me font, c'est que je les touche, je touche la moto, je touche... Enfin, bon. Donc du coup, donc le lundi, nous sommes revenus à 8 au commissariat, très tôt.
Parce qu'en fait, il y a 300 plaintes de portées tous les lundis matins au commissariat de Bourges. Là, Donc, attends, je fais juste une Vas-y, interruption Roland. avant de reprendre Vas-y. l'analyse. Julien vient de nous rejoindre, et puis pour les auditeurs, je redis, vous êtes vraiment à l'écoute du premier direct de Jaune, avec toute la qualité du direct et toutes les imperfections d'une première. Donc Julien, tu peux te présenter en 2 mots, et on reprendra lundi dans la foulée. D'accord, j'ai pas besoin de me rapprocher, là je suis hop, On va demander à l'ingénieur du son. un peu plus près. Je vais faire comme ça. Oui, comme tu l'as dit, c'est la première hein, Voilà. pour moi aussi. Bon, je sais pas ce que je peux dire, moi Julien, je suis... Ah oui, il faut faire attention, parce que, tu vois, il y a un truc technique là, si on touche la table, les notes voilà. D'accord. Non, pas tout de suite, il y a une autre. derrière. Moi, je suis Julien, ouais, je suis représentant syndical de la ville de Bourges. Et puis, donc CGT, bien sûr, et également membre des Gilets jaunes. Voilà, j'ai la double étiquette. Double peine pour toi. Un peu ça, ouais. On l'a bien eu. Tu veux rajouter quelque chose? Tu étais le samedi, hein, peut-être. Oui. J'étais Ta là, vision à toi en tant que Oui, témoin. Oui, alors j'ai loupé le début de ton intervention, donc... Bah, non. j'ai dit comment ça s'est passé, le fait que c'était une manif de la CGT, on est descendu tous après, j'en C'est ça. étais à la fin quand on est arrivé ouais. au commissariat, et les phrases que tu as dites, toi, avec le commissaire, oui c'était un commissaire, Ouais. qui n'avait pas son Rio, hein, mais bon, ils les ont pas, ça fait... C'est ça. Si, par Puis- contre, moi j'ai le Oui, monsieur parce- qui nous a menacé de l'emploi de la force dans la rue des Écoles, effectivement. Oui, mais tu l'as eu 2 jours quand j'ai porté plainte. Voilà. Sinon, il ne l'avait pas. Il l'avait Comme pas tous tout de depuis 1 an et demi, que nous, on les voit jamais. Alors on fera une parenthèse sur est-ce que le RIO est obligatoire et est-ce que la cagoule est obligatoire. Hein, donc on fera ça tout à l'heure. Pas pour les manifestants, en tout cas, la cagoule. Non, non. Et le foulard. Et le foulard, oui, voilà. On fera ça après. Donc François surprend un lundi matin. Lundi matin, vous y retournez. On y retourne. Donc là, on était 8. Alors on rentre, voilà, quasiment les premiers, il y avait 2-3. Donc je décline mon identité, on décline tous notre identité, les 8, là, on présente notre carte d'identité. Hein, et j'ai une jeune fille qui me fait signe que je vienne vers elle. Ok, donc cette jeune fille me dit, voilà, vous venez porter plainte, mais en fait, le lundi matin, il y a 300 personnes qui portent plainte. Waouh, 300 personnes sur la ville de Bourges. Vous voyez ce que ça peut faire à la semaine. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire les procès, bien sûr. Hein. Ils sont débordés. 300 personnes, rendez-vous compte. 300. Donc, je ne suis pas grave. Parce qu'il Hein. faut mieux de prendre des plaintes le samedi, il y aura moins de monde le lundi aussi. Donc la jeune fille, je lui explique que non, moi je porte plainte, point qu'il y ait 300 personnes qui arrivent ou pas, puis elle me dit, vous êtes à côté de l'entrée, donc où les gens déclinent leur identité. Ok, je reste dans la salle d'attente. Ah oui, mais vous vous rendez compte, il y a 300 personnes. Je dis, non, les 300 personnes, ils attendront dehors, hein, même si... Une salle d'attente qui peut recevoir, à mon avis, 25 personnes Oui, maximum. Voilà, puis il n'y a pas 300 personnes, il n'y a pas 300 plaintes par semaine au commissariat de Bourges, il ne faut pas exagérer. Non mais... D'ailleurs, on en a vu 5, hein. Donc ça faisait entre 5 et 300, voilà. Hein, bon. On est resté de bonnes heures. Ah, Enfin, ouais, en ce qui- t'as vu, ouais. Et Hein. 5 personnes. 5 personnes, Au donc. grand maximum. Avec des rendez-vous, Oui, donc 2 avec rendez-vous. Donc en fait, donc là, la jeune fille n'avait pas réussi, nous on était là, on portait. Alors là, survient le commissaire du samedi, et il me dit, c'est nouveau, vous venez porter plainte, mais bon, il minimise, il n'avait pas envie que je porte plainte. Et d'un seul coup, alors là, c'est plus, vous l'avez entendu plus par le rapport au vrai, il recevait les vraies plaintes. Donc, aussitôt, les copains disent, pardon, mais c'est une fausse plainte, là. Non, je n'ai pas dit ça. Non, tu l'as exactement dit, jeune homme. Mais, du coup, et il s'est même crié dessus. Et moi, quand on me crie dessus, je crie aussi. Donc, je lui ai répondu. Donc, le commissaire, en gros, s'est fait engueuler après avoir dit que tu déposais une fausse plainte. Voilà, oui, c'est... Donc, on en est... Et du coup, la plainte... on est quand même restés, on est tous restés, et puis j'ai pu aller porter plainte, mais avec une seule personne. J'avais qu'un témoin qui venait, mais qui ne parlait pas, mais qui était avec moi. Mais les gens qui étaient avec moi, eux étaient témoins, ils sont marqués comme témoins. À l'heure actuelle, ils n'ont pas été interrogés parce qu'il faut que la procédure ait déjà lieu, que ça arrive au procureur pour après les convoquer. Sauf que ma plainte, bizarrement, elle n'est toujours pas arrivée au palais de justice.
Donc, j'y suis allée, j'ai demandé, et là j'ai appris, sans étonnement, avec ma plainte. La route est longue peut-être, non? Entre le Très très. Ah bah oui, à 500 mètres. C'est à cause des grèves. Voilà, ils sont là 10 fois par jour, ils sont là, voilà. Mais ma plainte, elle n'est jamais arrivée. Donc là, j'ai refait, j'ai fait un suivi de plainte et j'ai donné la photocopie de la plainte directement pour le procureur. J'ai fait un courrier au procureur parce qu'en fait, je suis obligée d'aller pointer toutes les semaines dans une gendarmerie près de chez moi, et puis à chaque fois que je veux sortir du département, je suis obligée de venir porter un courrier au procureur. Alors j'en ai profité pour demander où était ma plainte, et puis, au juge des libertés, pas au procureur. Donc j'en ai profité pour demander où était ma plainte, et ma plainte n'est pas arrivée. J'en profite pour dire qu'effectivement, ce genre de contrôle, c'est ça, la police administrative. C'est une police dite préventive, on n'est pas dans le prédictif comme dans Minority Report quand même, mais on s'en approche. Ils sont en train de développer des techniques statistiques qui vont permettre de faire de la prédiction sur des individus. Ceux-là, ils sont potentiellement à 80% capables de produire un acte répréhensible, donc on va les arrêter ou les mettre en contrôle administratif. Ça ne m'étonne pas avec les algorithmes, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y, François. Et puis, donc, après, il faut que je parle de quoi? De ma garde à vue. Pourquoi Moi, j'étais sidéré quand tu m'as conté ta garde à vue. On est au 21e siècle, on est dans une ville, on n'est pas paumé au fin fond d'une bourgade, d'un bled, dans un territoire où certainement, finalement, c'est pas pire, ou pas loin d'être pas être pire. Vas-y, raconte-nous cette garde à vue. Les causes de la garde à vue, c'est un petit peu aussi, c'est un peu pas bizarre, mais en fait, j'ai eu une altercation sur une fin de manif avec un mec lambda, sauf que ce mec lambda, il était sur un parcours de manif. Il a pu rentrer sa voiture, lui, arriver vers moi, alors que normalement, c'est barré par la police, puisque moi, j'avais des policiers derrière moi à qui j'ai demandé si je pouvais aller sur l'îlot central du rond-point où on était. C'est le rond-point de la gare de Bourges. Il y a un îlot central, il y avait des gens qui me faisaient des signes. J'ai demandé parce qu'il n'y a pas de passage scruté, évidemment, c'est pas prévu. Donc je demande, donc j'y vais, et là surgit une voiture. Merde, qu'est-ce qu'elle fait là, cette voiture? Normalement, c'est barré. Et le type gentiment descend sa vitre et me dit, va te faire enculer. Merci. Gentiment, alors. Gentiment, c'est un gentil. Attends C'est un gentil. On m'a dit que c'était un gentil, moi je suis une vilaine et lui c'est un gentil. Donc le gentil me dit va te faire enculer. Alors il ne faut pas me dire ça. Du coup, et puis il démarre comme un fou, sauf qu'il y avait la police évidemment qui l'arrête. Enfin il s'arrête de lui-même, il ne va pas rentrer dans les motos de police. Donc et là, moi, je m'étais accrochée à la portière de sa voiture parce qu'on ne me le fait pas. C'est une cagnotte. Ah oui, ça, je suis mauvaise. Et le type, je m'approche, du coup, sa voiture s'arrête, je vais vers lui, je dis, écoute, vous venez de me dire, ça va pas, ça se fait pas. Parce que d'habitude, les gens, ils sont gentils avec nous. Ils disent, c'est bien, continuez, allez-y, on est avec vous, ils nous klaxonnent. C'est sympa. Là, on a aussi des imbéciles qui nous provoquent, faut le dire. Oui, mais enfin... Ils ne sont pas toujours habillés en bleu, je te l'accorde, mais... Ouais. Il y a oui, mais nous, sur le nombre, depuis que je fais ça fait plus d'1 an et demi, on a eu quand même... Plus de soutien. Ouais, les gens... Et là, ce type, il sort ça, et il me dit, il recommence, il me dit que je suis folle et tout. Et moi, j'avais un fond de café, un petit gobelet de café contre sur les manifs, là. Donc, j'avais mon fond de café froid, et je l'ai jeté dans le visage. Et là, il se dit, tu vas ruiner mon habitacle. Ouais, et puis, moi, je m'en vais, c'était bon. J'aurais été un mec, j'aurais mis mon poing dans la gueule, mais je suis nana, j'avais du café, j'ai foutu dans le... Voilà, c'est tout. On joue avec ce qu'on a. Donc, je m'en vais. Et lui, il est sorti. Il a continué à m'insulter, mais je n'ai pas compris. Je partais et je lui dis... et il me dit, je vais porter plainte. Je dis, ouais, vous portez plainte. Puis moi, je porte plainte et puis c'est bon. Sauf que ce type est resté avec la police. Quand je me suis dit, Bernon, t'es con, en fait. J'ai dit, c'est pas grave. On dit les noms de famille. Ah, merde. Merde. C'est un pseudo, ça, non? Merde, t'es con. De toute façon, ils l'ont l'argent là, en train de... Ouais. Du coup, je me suis dit, tu es tombé sur un flic ou sur quelqu'un, une huile quelconque qui va te
tu vas avoir une amende, enfin ça va mal se passer. Bon, c'est pas grave. Et en fait, ce type est revenu, il est parti, il a été mettre sa voiture plus loin, évidemment, il était en plein dans le manif. Il est allé mettre sa voiture plus loin, il est revenu, et là je me suis dit, bah ouais, c'est ça, c'est un mec, t'es tombé sur le mauvais, quoi, tu vas avoir des ennuis. Et en fait, bah, j'ai eu des ennuis parce qu'on s'est repris, il est revenu vers sa voiture, j'y suis allée, moi, pour m'expliquer gentiment. Et en fait, de gentiment, ça s'est terminé qu'il n'a jamais voulu dire l'insulte qu'il m'avait dite et que je l'ai attrapé, je lui ai dit si vous avez des couilles, eh ben, vous dites aux policiers ce que vous venez de me dire. Et il a toujours nié qu'il m'avait dit quoi que ce soit. Et là, la police, de toute façon, j'avais même pas eu le temps de faire coup ni ouf ni af, il m'était tombé dessus. Donc les coups, les menottes, les blessures, les menottes. La voiture, m'a mise dans la voiture, sauf que gag, en fait, la voiture, ils avaient ni le chauffeur ni les clés. Donc ils ont mis 5 minutes à trouver un chauffeur et des clés pour pouvoir m'emmener. Et là... Attends, voilà. juste un problème technique. Tu peux me couper ce micro? Bon, voilà. Tu me le remets après, on te dirait. Voilà, vas-y, continue, parce que là... Bon, vas-y. Et je me suis retrouvée en garde à vue, 24 heures de garde à vue, pour violence sur un gars, mais qui a rien, hein, qui est pas mal. Violence sur 2 policiers, en fait, il y en a qui a un ITT de 5 jours, parce que comme je pèse 200 kilos, il n'arrivait pas à me mettre dans la voiture, donc il a mal au dos. Et puis l'autre, j'ai essayé de lui donner des coups de pied, mais il n'a rien senti parce qu'il a des bottes. Voilà, non, ils n'ont pas été méchants. Là, on va demander à Julie de te décrire, parce que en fait les 200 kilos c'est une boutade, mais comme là on fait vraiment de la radio, oui, alors que quelqu'un décrive cette forte femme. Oui, ça doit faire 60 kilos tout mouillé. Voilà, hein, c'est de corpulence, pas grande, mais qui sait se faire entendre. Voilà. comme ça. Qui ne sait pas faire, mais elle a raison. Jamais, non, non. Et surtout que, et là, bon, après la garde à vue, quoi. Donc, au début, vous êtes dans une pièce avec tout le monde, on vous enlève tous vos objets, tout ce que vous avez dans les poches, votre soutien-gorge, parce que si jamais vous êtes étranglé après dans le machin, alors qu'il suffit d'avaler sa chaussette, hein, parce qu'ils ne m'ont pas enlevé. Donc, et puis, donc, soutien-gorge, lunettes, comme ça vous voyez plus, ils aiment bien quand, voilà. Et puis, après, vous allez, Excuse-moi, les lunettes, pour quelle raison? Ah ça, j'ai pas pu savoir. Hein. D'accord. Ouais. Parce que je sais pas ce que je peux... Mais je peux casser le verre et me suicider après. Et je leur ai demandé, j'ai dit, moi, sans lunettes, bon, c'est embêtant. Ah non, non, pour eux, ils adorent. Donc, du coup, après, je suis allée en audition avec un OPJ qui m'a demandé l'identité, qui m'a dit pourquoi j'étais là. Qui m'a notifié les violences et il m'a dit mais ça par contre ça reste là. Ok, bon. Parce que je voulais pas signer que j'avais fait des violences et que parce que bon moi le machin le café bon c'est violence mais enfin c'est pas ça me paraissait pas extraordinaire mais tout était alors je voulais pas signer après il me dit vous signez ça reste là. Ok d'accord bon je signe ouais, je sais où c'est arrivé donc et puis après là la geôle alors là c'est un petit endroit c'est une petite pièce toute petite. Alors si vous aimez la merde, le vomi, la pisse et le sang, il n'y a pas de problème, il y en a plein les murs, hein. Tout est jonché de ça. Parce qu'en fait, ça accueille tout le monde. Donc, mais si c'est jonché de caca, c'est qu'entre autres, quand vous appelez pour aller aux toilettes, ils ne viennent pas. Hein. Donc, au bout d'une heure, si vous étiez vraiment pas bien, vous avez fait pipi, vous avez fait caca. Puis après, sûrement qu'il y en a qui mettent sur les murs, j'en sais rien. Mais pour résumer, c'est quand même très lié à l'humiliation totale de l'individu. Complètement. Voilà. Ah vous n'êtes rien. De toute façon, ils m'ont dit, hein, vous rentrez là-dedans, je suis plus. Vous n'êtes plus une personne. Moi, non, je suis coupable et ils font, voilà, ce n'est pas un hôtel, ils m'ont dit 15 fois. Tu es toujours pas présumée innocente, c'est ce que j'ai dit. Complètement, oui, mais pas pour eux. Hein. Pour eux, je suis coupable. C'est impressionnant. Hein. Vous n'êtes plus rien du tout. Hein. Ils vous mettent, donc vous appelez pour aller aux toilettes, ils ne viennent pas. Vous appelez, j'ai eu droit à un verre d'eau, un jus d'orange infâme et 4 petits gâteaux sous cellophane. Je n'ai pas mangé pendant 26 heures, je n'ai pas bu. Quand j'allais aux toilettes, il y a quelqu'un qui est là, pour boire l'eau des toilettes, il faut demander la permission. L'eau, du robinet, quand vous sortez des toilettes, il y a un petit lavabo. Pour boire cette eau, il faut demander la permission. C'est une femme qui t'accompagne.
obligatoire. Oui, non, bah, j'ai eu des mecs qui étaient avec moi aux toilettes. Ah non, non, mes toilettes, ils ont à la fin, au bout de 24 heures, ils appelaient les toilettes mes toilettes à moi. Donc vous voyez jusqu'où ça va, mes toilettes. Non, non, j'ai eu des mecs, parce que le mec, le lendemain matin, au bout de plus de... j'étais depuis 12h30, donc le lendemain matin à 8h30, 9h, j'avais appelé pour aller aux toilettes, mais ils ne viennent pas. Ils sont dans la salle juste à côté, la salle de détente, et vous dites s'il vous plaît, ou vous tapez s'il vous plaît, et là vous entendez s'il vous plaît. Mais surtout, ils ne viennent pas. Il y avait une soirée aussi au commissariat ce soir-là, le soir de ma garde à vue. Donc je les ai bien entendus. Il y en avait un qui était un petit peu alcoolisé, donc je l'entendais bien. Non, mais il faut les comprendre, ils ont beaucoup de travail aussi. Voilà. Il faut bien qu'ils se détendent. Voilà. Je leur ai demandé d'appeler mon mari aussi, le soir quand j'ai vu que l'heure tournait et que je ne sortirais pas. Parce que j'étais censée, ils m'avaient laissé appeler mon mari. Ils avaient appelé mon mari le premier OPJ, là vers 16h, 15h, avait appelé mon mari, m'avait laissé lui parler, il lui avait sous-entendu que j'allais sortir. Sauf que le soir, moi je dis, oh là, il y a un problème. La commissaire divisionnaire est passée, Madame Siffert est passée devant ma cellule, et il y avait un mec qui était là, et je leur ai demandé d'appeler mon mari. Ah ben non, il faut que je prenne mes responsabilités, j'avais qu'à pas faire ce que j'ai fait, fallait que j'y pense, que mon mari, il allait se retrouver tout seul, que voilà. Parce que ça, vous rappeler alors et vous dire, vous faire des leçons de morale, c'est tous ceux qui vous le font à longueur de... Voilà. Dès qu'ils vous adressent la parole... Tu as le droit à un avocat. Il n'y avait pas d'avocat, c'était la grève. J'ai vu un médecin aussi. Ah, j'ai oublié, le médecin. Combien pesez-vous? Voilà. Combien mesurez-vous? Avez-vous eu des interventions? Avez-vous une anesthésie? Êtes-vous allergique à un médicament? Non, mais oui, monsieur, non. J'ai mal à la tête, pourrais-je avoir un Doliprane? Pas de réponse. Pourriez-vous constater mes blessures faites par la menotte et les coups là? Non, parce que non, vous verrez votre médecin demain. Ah bon? Ouais, voilà. Donc il arrive, il est je sais pas quelle heure, et puis il repart. Faites-vous un signalement de mes blessures? Ah bah non, il n'en a pas fait, parce que je l'ai vu, son certificat médical, puisque comme il n'y a pas d'avocat, j'ai eu accès au dossier. Il n'y a rien, tout va bien, je suis en pleine forme, je pète le feu, et il n'y a rien qui s'est passé. Bon, donc ça ne sert à rien, c'est purement administratif, cette visite médicale. L'autre copain, c'est pareil, ça n'a servi à rien, sa visite médicale. Et l'avocat, il n'y avait pas d'avocat, ils étaient en grève, j'étais avec eux. Donc du coup, voilà, le matin, la nuit, j'ai pu aller aux toilettes, parce qu'à chaque fois je voyais un type ou une nana, parce que je leur demandais, mais en prévision, j'ai bien fait, parce que le matin, là, vous appelez, il n'y a personne qui vient, le matin. Donc enfin, il y a un mec qui arrive, mais c'est pour m'emmener à la photo. Donc je lui dis, peut-on passer par la case toilette? Oui. J'y vais, je ferme la porte. Alors il rouvre la porte, et c'était un mec, c'était pas... Donc il rouvre la porte, c'est le jeu, vous fermez la première porte, de toute façon il la rouvre. Donc la deuxième, quand même, il vous la laisse fermer, sauf qu'il faut taper, parce qu'elle ne ferme pas, elle est coincée en bas, donc vous tapez. Et là, vous êtes aux toilettes et vous entendez Annie. On fait son petit pipi. Et moi, toujours aussi con. Non, son gros caca. Il n'aime pas du tout. Parce qu'il avait voulu faire le mariole devant ses copains. Il est tombé sur la folle du jour qui répond à chaque fois ce qu'ils ne les attendent pas. Donc, et puis voilà. Puis après, c'est les photos. Après, c'est... alors, le siège des photos. Ça, c'est intéressant aussi. Quand ils vous prennent les photos... en anthropométrique, c'est ça, là. Ça. Et le siège, en fait, c'est que du métal. Il n'y a pas d'assise. C'est que des trucs métalliques. S'il y en a un qui vous rentre dans l'arrêt des fesses, les deux autres, ils sont sur le côté. Si vous êtes gros, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais demander à la fille, elle m'a dit, en général, on y arrive. Mais c'est tout. Et c'est du métal qui vous rentre. C'est pour que vous teniez bien droit. D'accord. Jusque-là. Ah non, mais tout est étudié. C'est impressionnant. Et puis après, vous avez droit à une autre... des positions, d'autres interrogatoires, parce qu'en fait, des interrogatoires, quand vous déposez, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un interrogatoire, il vous pose la question, vous répondez, ça ne convient pas, il vous la repose. Vous répondez la même chose, ça ne convient pas, il vous la repose. Vous répondez la même chose, alors là, 3 fois quand même, ils se disent, allez, têtu, on va... Et c'est tout comme ça, et ils essayent de faire que vous répondiez exactement ce qu'ils veulent, quoi. Sauf que vous répondez ce que vous avez à répondre, point.
Et puis, voilà, donc c'est 24 heures. Après, on vous défère au parquet. Là, il y a un substitut qui vous hurle dessus parce que ce papier que vous pensiez ne jamais arriver quelque part, bizarrement, il est devant ses yeux. Donc, vous dites, ça, le policier m'a dit que ça sortait pas du commissariat. Et là, madame, c'est moi qui pose des questions, taisez-vous. Hein. Au bout de 5 minutes, il a la baffe qui sort. Je suis désolée pour lui, c'est le substitut, mais voilà, ça faisait comme un chien enragé. C'est le pouvoir. Donc ça se passe pas très bien, et puis ça finit par se passer un petit peu mieux parce que il se calme. Et puis il me notifie le machin, comment ça s'appelle, l'interdiction de sortie du département, la surveillance. Voilà, la mise sous contrôle judiciaire, voilà. Mise sous contrôle judiciaire. Et puis après, vous voyez une dame qui s'appelle le juge des libertés. Avant, vous lisez votre dossier, là, vous apprenez que, bizarrement, en fait, la manif, qu'on a fait cette manif-là, la dernière, là, elle est faite au rond-point de la gare, et depuis 5 semaines, il y a des manifs à la gare. Hein. La CGT fait quelques manifs là, donc il y a de temps en temps des départs, des retours. Hein. Et bien là, en fait, vous apprenez que les caméras de la gare sont en panne. Oh. Bizarre. C'est bizarre. Ouais, donc j'y crois pas, bien sûr, mais bon, c'est marqué, c'est notifié pour le procureur. C'est marqué que la caméra, parce que j'y suis allée depuis, est en panne. Bizarrement, évidemment, ça me servirait bien et ça servirait beaucoup Thierry qui. Voilà. Donc effectivement, c'est gênant, donc c'est en panne. Et là, il n'y a qu'un avocat qui peut se procurer. Moi, je ne peux pas de moi-même me procurer les vidéos. Voilà. Et puis le juge des libertés qui me demande si elle doit, ce qu'elle doit faire, si elle doit m'interdire ou pas. Avant, on s'engueule un peu parce que elle me demande mon nom marital et puis mon nom de jeune fille. Et comme c'est le même, elle ne comprend rien. Donc je me fais engueuler alors que je suis dans la loi. Et que la greffière, gentiment, lui fait... Elle a raison, la dame. Son nom, c'est son nom, elle en a qu'un, et puis c'est tout, quoi. Le nom de son mari, c'est le nom de son mari. Donc déjà, ça se passe mal, je me fais engueuler. Et puis après, elle me demande si elle doit me faire la peine qui a été demandée, si elle doit l'appliquer. J'ai dit, moi, c'est vous qui décidez, hein, c'est la juge, c'est pas moi. Je dis, moi, il n'y a qu'une chose qui me dérange, c'est que si je sors du département, je suis obligée de le signaler. Et j'ai une belle-sœur qui est malade, qui est dans le sud, et si on m'appelle... Alors, elle me dit, ah non, quand même, madame, là, on vous permet. Donc, et puis, en fait, je fais ça pour vous protéger. Ce qu'avait expliqué aussi le substitut avant, c'est que, en fait, cette mise sous contrôle, c'est pour me protéger, parce que, c'est pour pas que je me mette en danger. Il peut y avoir d'autres patrouilles. Il peut y avoir d'autres patrouilles qui ne connaissent pas. Oui. Donc, du coup, voilà. Et puis, et on vous dit, et enfin, après, vous êtes libre. Mais vous comparaissez le 9 avril à 8h30 au palais de justice de Bourges. Donc voilà, donc là, on va voir comment préparer une défense, comment... Et ce qu'on te reproche concrètement Violence, le jet de 15 millilitres de café froid sur le type. Et puis après, violence sur les policiers qui a un ITT de 5 jours, et puis l'autre que j'ai... voilà. Les violences contre la police. Mais qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il y ait un ITT de 5 jours? Je pèse 200 kilos, comme tu l'as dit tout à l'heure, et donc quand il a voulu mettre dans la voiture, il s'est fait mal au dos. Et ça, c'est de la violence. Il s'est fait mal au dos ou tu lui as fait mal au dos? Il a dit qu'il a marqué que c'était important. Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux violences qui sont faites par rapport sur les policiers. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez su, il y a une émission qui a été faite, ils touchent après ça a été démenti, mais ils touchent une certaine somme quand ils ont un quota de violence qui leur a été fait sur eux-mêmes. Ah, d'accord. Voilà, ça il faut le savoir. Alors bon, on peut le vérifier, il faudra chercher les textes, mais je crois qu'ils touchent une petite prime d'environ 150 à 200 €. Donc il y a un petit malin, je ne sais plus où, lui il en avait, il se faisait attaquer tout le temps, le comprendre quoi. Mais ça lui arrondissait ses fins de mois. Moi, je voulais rajouter aussi quelque chose par rapport aux caméras de vidéo. Hier soir, sur la chaîne média Canal Concorde, il y avait en direct l'avocate Sophia Albert Salméron, qui est l'avocate des Gilets jaunes dans toute la France et plus particulièrement dans le sud de la France. Et elle a très nettement expliqué que dans les dossiers
pour lesquels les preuves vidéo étaient forcément à l'avantage du gilet jaune, les caméras vidéo étaient en panne et que c'était régulier. Il suffit d'aller sur Canal Concorde, je pense que c'est à peu près au bout de 50 minutes que l'avocate donc explique ça d'une façon extrêmement précise. Donc c'est pas un cas isolé ton cas. Moi, ça m'étonne que ça soit parce que c'est, je m'entends pas, parce que c'est le lieu, ça a été le lieu de manif puisque c'était les cheminots, donc c'était forcément, enfin c'était un endroit stratégique. Et puis en plus, au niveau de la gare routière, il y a un petit magasin, de la gare routière, de la gare SNCF, il y a un petit magasin à l'intérieur de la gare. Et là, les personnes qui travaillent là sont confrontées à des gens SDF ou des gens en difficulté qui viennent le soir à la gare, qui boivent et qui après les embêtent. Ils font des violences entre eux mais enfin gênent au niveau du magasin. Donc le magasin appelle régulièrement la BAC. D'ailleurs, apparemment, la BAC ne se déplace pas tout le temps. Donc la BAC, ils vont consulter les vidéos, forcément que ça marche dehors, ils vérifient les allées et venues, ils surveillent les gens. Donc cette caméra, elle doit fonctionner, il n'y a pas de raison. Un lieu de manif, un lieu de repas, et puis un lieu un peu dangereux de Bourges, un lieu considéré comme dangereux à Bourges, les caméras fonctionnent, quoi. C'est obligé. Oui, pour faire une petite parenthèse, puisqu'a été évoqué les primes concernant les forces de l'ordre, je suis allé voir un petit peu au niveau de la Cour des comptes combien nous coûtent ces forces de l'ordre. Donc déjà le budget du matériel a augmenté de 180% en 5 ans. Et d'ailleurs, la Cour des comptes indiquait que le budget matériel était très faible. Ils sont toujours en train de se plaindre que leurs bagnoles sont trop vieilles, etc., etc. Eh bien, c'est simplement parce que la totalité du pognon passe dans les salaires et dans les primes. Voilà. Et les locaux sont vétustes, évidemment, à ce moment-là. Donc, entre 2017 et... en 2017, on a eu 3% du budget total des forces de l'ordre qui sont passés dans le matériel. On comprend pourquoi, c'était après la loi de travail, et ils ont eu des problèmes de maintien de l'ordre, et ils se sont dit qu'il faut s'équiper plus fort, donc ils ont fait fi d'une partie de l'augmentation de leur rémunération sans doute, ou alors c'est le budget global qui a augmenté, et alors qu'en 2012 ça ne représentait ce matériel que 1% de la somme totale, et sachez que ces 3% représentent 372 millions, rien que pour le matériel. Ce qui veut dire que si 372 millions c'est 3% du budget total, quel est le budget total? Eh bien, le budget total est de 12 milliards 380 millions d'euros. Voilà. Si on veut aller plus loin dans les chiffres, on s'aperçoit que si on divise cette somme par le nombre de forces de l'ordre, qui a baissé, parce qu'après la crise de 2008, il a baissé de quelques milliers. Il était de 148 000 en 2007, et il est passé en 2011 à 144 858. Et bien, si on divise par le nombre de forces de l'ordre, chaque force de l'ordre coûte 83 400 euros, matériel et infrastructure comprises. Donc l'ensemble par tête de force de l'ordre, on va dire, ça c'est pas par tête de manifestants, là c'est par tête de force de l'ordre, ça coûte 83 400 euros. Et si on fait un calcul autrement, il y a 37 millions de foyers fiscaux en France. Et si on divise le coût total de ce que nous coûtent les forces de l'ordre, ça coûte 1 euro par jour à chaque foyer fiscal. Donc en fait, 1 euro par jour pour faire fonctionner les forces de l'ordre qui nous tapent sur la tronche. Fin de la parenthèse. Une petite musique, tiens, allez, une petite musique. Petite musique douce. Gilet jaune, un gilet jaune. Macron, démission, Macron, démission.
Ah oui. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, encore, bon. Ça, je peux parler, je m'entraîne. Et après, il faudra repasser. Ouais, On verra ça à la fin. Je sais pas, moi. la conclusion, là. Allez, Juju. Ouais. Oui, donc. Non, ce que je Non, c'est peux dire- Julien, c'est pas Gégé. Juju. Bah oui, parce qu'on est intime maintenant avec, Ah bah oui. avec Françoise. Françoise B. Ouais. J'en dis pas plus. Non, non. Non, ce que je pouvais rajouter par rapport comme éclairage et puis comme témoignage sur la manif de la gare, effectivement, que j'étais présent le jeudi 9 janvier. Et moi, ce que je peux rajouter, c'est que j'ai été frappé donc par un policier, puisque ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est une brave force de l'ordre. Alors, je vais essayer peut-être pas trop ironique, mais quand même, je peux pas me retenir. Ils m'ont demandé de l'aide puisqu'ils n'arrivaient pas à gérer Françoise. Ils étaient quand même une dizaine autour d'elle, enfin, plutôt pour faire un cordon de sécurité, effectivement. Les mains dans le cambouis, ils étaient 3-4, et ils m'ont demandé, venez nous aider, vous la connaissez, on n'arrive pas à la gérer, venez nous aider. Parce que c'est vrai que Françoise est... Ah ben, je Bon. suis ingérable, je le dis tout le temps. Non, je ne pas ça. Non, j'ai eu le malheur de le dire le jour J, je vais le redire. Même par moi. Non, mais t'es quelqu'un de... On est des gens... j'ose pas dire virulents, mais voilà, motivés. Puis voilà, effectivement, on serait pas là aujourd'hui, on serait pas dans la rue depuis 1 an et demi si on n'était pas des gens qui tiennent tête et des gens qui en veulent, quoi, tout simplement. Nous sommes des gens prêts à défendre nos droits et à nous défendre. Exactement. Ouais, et puis à défendre tout. Moi, j'ai toujours défendu la veuve et C'est l'orphelin. ça. Je suis comme ça. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est criminalisé. Ce genre de C'est Robin profil, des Bois. Bon, c'est comme ça. on est criminalisé. Effectivement, j'ai l'impression qu'il vaut mieux être Carlos Ghosn pour passer à la télé. Bref. Donc, et être... Belle mal pour passer à la télé. En plus, pour être héroïsé. Bientôt le biopic sur lui, sans doute. Hein. Et Carlos Ghosn, Carlos pas sur toi, ouais, non. Ah non, Toi, moi, un peu plus tard. Mais oui, donc les forces de l'ordre me demandent de les aider. Bon, vous voyez bien qu'on n'y arrive pas là. Aidez-nous, on n'arrive pas à la gérer. J'ai fait une tentative, effectivement, en essayant de te ramener à moi. Le problème, c'est qu'entre-temps, ils ont changé d'avis. Ouais, tu t'en rappelles peut-être plus dans le feu de Ah l'action. non, j'avais tellement mal avec les menottes, là, c'était... Puis... Oui, mais alors c'était avant les menottes. C'était Ah, avant les c'était menottes, avant. oui. Ah, Puisque ouais. effectivement, tu étais en train de te prendre le bec avec l'automobiliste. Donc, Ah oui. effectivement, au début, le but c'était de vous séparer. Donc, j'ai voulu t'emmener en te prenant par le bras. Seulement, là, changement de programme chez les forces de l'ordre, ils ont dit bon, maintenant, ça suffit, elle nous fait chier, on l'embarque. Donc là, clairement, je les ai vus, ils t'ont tordu le bras pour te maîtriser, pour te passer les menottes. Sauf que là, changement de programme, là, je devenais gênant. Alors, j'ai le bras qui était coincé entre toi et nos gentils bleus. Donc là, ils m'ont bousculé en me disant, toi, maintenant que tu te casses, tu nous fais chier, dégage. Enfin, je te passe les noms d'oiseaux. Oui, oui, parce que oui, t'es Alors. dans le viseur aussi, hein, comme moi. C'est pas grave. Mais alors, une dame DRT tout à l'heure, pas plus tard que la manif de ce soir, là, puisque je vais exposer mon cas, hein, quand même, j'en profite pour faire de la pub aux forces de l'ordre autour de moi, et puis pour essayer que les gens changent de regard sur les forces de l'ordre, non pas qu'ils aillent tous les exécuter à leur domicile et autres, mais c'est surtout parce que les gens croient que, mais non, les forces de l'ordre, ils s'attaquent aux vrais délinquants, aux vrais voyous, aux criminels, qui les ont avant molestés et qui ne sont que là comme force de défense, et qu'en gros ils sont uniquement dans la légitime défense. Donc je crois qu'on est bien placé aujourd'hui pour démentir ce postulat. Bref, je me suis fait insulter. Le problème, c'est qu'effectivement, on n'aime pas trop se faire piétiner. Donc j'aurais dit de se calmer. Comment ça se faisait qu'ils faisaient volte-face comme ça? Ah ben écoute, t'as pas fait le boulot, maintenant c'est à nous de le faire. J'ai cru que j'étais embauché chez eux. Ah ben oui, effectivement. là, T'arrives trop tard, t'arrives après les flics, maintenant on est obligé de faire le boulot. Ils t'ont proposé une prime, non? Non. Non, c'est vrai. J'y ai pas pensé tout de suite. Ah, sinon je te parle plus, tu l'apprends. On en parlera après. Non, moi je les renvoie souvent à leur syndicat, par contre, quand ils ont des choses, mais on y viendra plus tard. Et effectivement, alors moi de mémoire, peut-être dans le feu de l'action, je les ai vus à 4 sur toi, des gars balèzes, ils faisaient une tête de plus que moi. Ah oui, Et toi, bah, du coup, toi ça faisait. immense. C'est ça. Ouais, ouais. Ils étaient bien sur toi, donc je leur ai juste dit, écoutez, vous y allez doucement, vous êtes 4 sur elle, elle est pas, voilà,
pas besoin d'être écrasé comme ça. Et ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est, je leur dis, ne faites pas comme le livreur en région parisienne, quelques jours plus tôt, à qui vous avez écrasé la trachée. Ah bah oui. Ah, c'était en parlant de moi, je croyais que c'était par rapport à toi que tu avais. C'est ça. Non, non. Ah oui, oui. Bah... C'était pour les rappeler un petit peu À l'ordre. alors, oui, à l'ordre, effectivement, puis à leurs règles d'intervention, quoi. Déontologie, normalement. On peut donner le nom de cette technique policière à la française, absolument interdite dans les autres pays civilisés. Il y a le pliage ventral et le décubitus ventral. On expliquera tout à l'heure ce que c'est et comment les gens meurent avec ça. Ok. Et donc, alors, quand j'ai évoqué effectivement la bavure policière, un des policiers m'a attrapé par le col, m'a secoué, m'a dit toi t'as pas parlé de ça, t'étais pas là en région parisienne, j'y étais pas non plus, c'est pas nous, tu sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai dit écoutez, on a vu les images. Donc c'est vrai qu'on est rentré dans un dialogue de sourds parce que j'ai dit rassurez-moi, le monsieur est bien mort quand même, le livreur, j'ai pas rêvé. Et donc là il m'a secoué et il s'est mis à me mettre des manchettes en fait de l'avant-bras. C'est-à-dire il me tenait par le col et me mettait des manchettes dans le menton, quoi. Chose que j'ai pas appréciée effectivement, donc je lui ai demandé d'arrêter de me frapper, qu'il n'avait pas le droit. Alors là, énorme, on est toujours dans l'inversion des rôles, il m'a dit non, c'est vous qui me frappez. Texto, hein. Donc effectivement là je l'ai attrapé par le col quand même. Vous voyez pas que vous me frappez votre visage avec ton poing? Oui. Un peu comme le gars qui crache du sang sur le policier, ça met les policiers en colère effectivement. Je savais pas qu'il fallait pas leur cracher de sang, même quand ils nous font saigner. Et donc le monsieur a continué à me secouer, je lui ai dit que j'allais prendre son matricule pour porter plainte contre lui, il dit pas de problème. Seulement le ton est tellement monté, moi j'avoue au bout d'un moment quand tu me secoues, ça me fatigue quoi. Et je lui ai dit écoutez maintenant faites votre boulot, embarquez-moi au poste, ramenez-moi au poste, on s'explique là-bas. Et ben je vous le donne en mine, apparemment c'est le sésame pour pas être embarqué, puisque monsieur m'a lâché, il m'a remis une manchette quand même avant de partir. Ses collègues m'ont appelé derrière en panique en disant venez on se casse, on se replie. Donc c'est pour ça que moi j'estime qu'ils ont clairement merdé, donc là ils t'ont embarqué dans la voiture, ils ont commencé à se replier. J'ai essayé de prendre son matricule, mais le monsieur bougeait, il est vite monté dans le véhicule. J'ai que le début c'est 102, donc j'adresse un appel à témoin. Si ce monsieur se reconnaît et qu'il est soudain pris d'un sentiment de remords, de culpabilité ou autre, je ne sais quoi, qu'il n'hésite pas à... Ou qu'il a fait pour toi et puis qu'il laisse ses coordonnées en donnant son radio. Peut-être. Oui, voilà, ou une conscience professionnelle, sait-on jamais. Simplement. Ou si un de ses collègues le reconnaît, parce que depuis je le cherche en vain. Et voilà, ils se sont repliés. Ce que je peux témoigner, c'est qu'aussi un policier qui a toujours été, je vais pas dire sympathique, mais correct avec nous depuis le début, depuis des années même, et depuis le début du mouvement social, des gilets jaunes y compris, qui a toujours été correct. Ce monsieur était au bord de craquer, au bord des nerfs. T'as pas pu voir ça, effectivement, t'étais déjà embarqué. Le motard? Non, alors pas le motard. Le chauve. Non plus. C'est qui est-ce? Non, un monsieur brun avec un bouc de jolis pieds bleus, voilà, c'est juste ce que je peux en dire. Je suis pas en train de le draguer, bien sûr. Non, mais même lui, il nous a bousculé en disant maintenant vous cassez-vous, j'en peux plus. Oui, je sais. Vous me faites tous chier, j'en peux plus. Il était à la limite de pleurer. Je t'ai jamais vu comme ça. Oui. Et lui a grimpé dans le véhicule, effectivement, Oui. s'est replié. Donc ça veut vraiment dire qu'effectivement, pour moi, il y a. Ils sont à bout. Alors, je suis pas en train de les excuser, attention, hein, mais Il y a un malaise. on sent qu'il y a un malaise. C'est celui, oui, je sais de qui tu parles, oui, lui, ça il m'appelle Fanfan parce que c'est mon nom de Facebook et qu'ils savent exactement, qui nous suivent, hein, et ça, faut pas rêver, hein, on est tous connus, on est tous fichés depuis le début des Gilets jaunes. Moi, il se trouve que je parle facilement à n'importe qui sur le même ton, donc tous les policiers me connaissent un petit peu parce qu'ils ont tous eu droit à mon humour. Un peu, enfin, mon humour quoi, pas toujours facile pour eux, mais eux ils m'appellent Chaos, donc moi je leur dis, j'ai dit oui t'as raison, vous avez raison, parce qu'en fait j'y suis allée au Chaos, j'y ai passé 5 jours, puis après je suis allée un mois en psy, ouais, et puis moi ce qu'il y a c'est que j'ai un traitement, vous voyez, alors bon il agit plus ou moins bien, des fois ça marche pas très bien, il y a des jours ça marche moins bien. Mais bon, j'ai un traitement. Mais vous, par contre, vous n'avez pas de chance. Hein. Oui, parce que la connerie, il n'y a pas de traitement. Hein. Donc voilà, évidemment, c'est pas mes copains. Et moi, je leur dis que c'est pas eux que je veux, c'est Macron. C'est Macron, Philippe
et Madame Buzyn, parce que j'étais infirmière, et j'ai vu l'hôpital descendre, et j'ai vu la T2, enfin j'ai vu plein de choses au niveau de l'hôpital, et voilà. Et moi, la police, je suis désolée, mais je leur dis, moi, même la préfète quand je lui parle, quand je vais parler, elle me dit exactement le discours, elle me tient le discours qu'on lui a dit de dire, donc ça m'intéresse pas, je voudrais des gens, mais alors qui a le pouvoir dans ce pays? Quand je vois les députés, ils peuvent rien, ils prennent les notes, tout ça, quand je vois le maire blanc, il prend les notes, hein, mais il n'y a aucun cas de réponse, et c'est vrai qu'on a multiples questions à leur poser, multiples problèmes à soulever dans ce pays qui est en train de partir. Enfin, c'est plus cette France qu'on a connue, même si je fais vieille con en disant ça, mais c'est vrai que tous ces acquis sociaux sont en train de partir petit à petit, que on voit Macron qui sert de la France et qui sert pas la France, mais tous se servent de la France, mais ne la servent plus. On se servent pour des fins pécuniaires, pour des fins de gloire, de gloriole, d'ego, mais puis nous, il y a un peuple de sacrifiés, il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus. Donc faut rajouter que les fameux cahiers de doléances dont on avait entendu parler, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus. Ils ont complètement disparu. Voilà. Oui. C'était juste en exergue, mais c'est pour prouver combien la démocratie est de mise, entre guillemets, dans ce pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais. On arrive à peu près aux 2/3 de l'émission, déjà. Donc, je propose qu'on parle de façon très courte du cas de Thierry, sans rentrer dans les détails, puisque il n'a pas pu et tenu à venir pour cette fois témoigner, ce qu'il fera peut-être une autre fois. Donc on va évoquer ce qui s'est passé, puisque ça s'est un peu passé simultanément avec l'arrestation de Fanfan. Donc je vais reprendre la parole et puis tu me coupes si je suis trop long. Oui, d'accord. N'hésite pas. Ce que je peux dire effectivement, donc suite à le fait que tu étais embarqué, là effectivement, donc ce que j'ai encore vu, c'est que il y a eu un face-à-face tendu, puisque au début tu étais seul et je suis venu à ton aide. Il y avait quand même 2000 personnes sur le parvis de la gare qui n'ont pas bougé, qui ont commencé à sentir qu'il se passait quelque chose. Effectivement, il y a un groupe qui s'est approché, je pourrais pas dire une centaine, je peux pas dire plus. Du coup, il y a eu un face-à-face avec les forces de l'ordre. Les gens demandaient des comptes, effectivement, mais ce qui est notre droit, de savoir qu'est-ce qui se passe. Il y avait effectivement un motard agressif qui a bousculé ton mari à multiples reprises. Ah oui, il s'est retrouvé, il a traversé la rue et il n'a pas pu marcher pendant une semaine. Alors lui, il n'était pas bien, mais autant il y en a qui sont pas bien, qui retournent la violence contre eux, ou qui vont pleurer, qui vont craquer. Lui avait l'air de vouloir craquer dans l'autre sens, c'est-à-dire il avait envie de tirer dans le tas, quoi. Si je peux être bref. Et donc là, je suis rentré en dialogue avec le deuxième motard, parce qu'ils vont toujours par deux, en lui disant clairement que ce qui venait de se passer était anormal. Le fait que tu aies été secoué et que j'ai été frappé. Je lui ai dit que clairement il y avait des forces de l'ordre qui étaient revanchards envers nous, qui avaient envie de nous casser la gueule, clairement. Au début, il a nié, puis après il nous a expliqué qu'il y avait des moutons noirs chez eux, comme chez nous, enfin des brebis galeuses, et que des collègues qui avaient le sang chaud, mais qu'en général ces gens-là, on les mettait en retrait, puis on les exfiltrait habilement. Curieuse coïncidence, puisque du coup, au moment où il nous dit ça, une de ses collègues vient, une collègue femme, en lui disant, tu sais, il faudrait vraiment que tu raccompagnes ton collègue au commissariat, parce que là, il est vraiment pas bien. Et effectivement, le deuxième motard était en train d'être prostré sur sa moto, parce qu'il n'en pouvait plus, mais voilà. Donc là, ils sont repartis, et là où je voudrais en venir, c'est qu'effectivement, j'ai entendu quelques pétards qu'on claquait, mais rien d'impressionnant, aucun cri de policier qui aurait été blessé, qui aurait été assourdi ou quoi que ce soit. Ils se sont repliés, pour ceux qui avaient merdé rapidement, les autres sont restés jusqu'à la fin du face-à-face. Pour dire, il y a même si on peut le dire, mais si, il y a même des collègues, donc des camarades syndicalistes qui ont pris quelques pétards dans les jambes. Bon, c'est désagréable sur le coup, mais ils n'ont pas été blessés du tout, quoi. Et là où je veux en venir à la fin de la démonstration, c'est que donc le soir même, on fait une petite, je ne sais pas si on va en parler de ça, de l'escapade rue Michel de Bourges. Non, pas spécialement là. Non, mais sauf si tu veux dire un mot. Le lien avec les pétards, oui, c'est que le soir même, la commissaire nous voit. On fait petite retraite au flambeau, elle nous voit, contrôle d'identité sauvage, effectivement.
Et là, je lui explique ce qui s'est passé à la gare. Elle me dit, mais vous savez qu'on a 3 blessés du côté des forces de l'ordre. Ça m'a encore été confirmé tout à l'heure par les RT. On a une qui est sourde. C'est ça, oui, perte d'audition. Elle va jamais au feu d'artifice. Apparemment, il y a une collègue qui n'a toujours pas repris son travail, qui est toujours en arrêt, pensez-vous. Donc, moi, j'ai juste expliqué clairement que pour moi, ces gens-là simulaient. Clairement, ils savent qu'ils ont merdé. Clairement, ils se couvrent. Tout accrédite cette thèse, comme par exemple la vidéosurveillance qui est en panne ce jour-là. Ben voyons. La voiture. Et moi, j'ai juste témoigné du fait que moi-même, je suis allé faire un certificat médical suite au coup que j'ai pris au visage. Seulement, moi, je suis un peu trop honnête parce qu'on m'a touché on m'a demandé si j'avais mal à la mâchoire en me touchant, j'ai dit non. On m'a demandé si je pouvais ouvrir la mâchoire, j'ai dit oui. Donc, j'ai 0 blessure constatée sous réserve et 0 jour d'ITT. Seulement, comme j'aurais dit, j'ai encore redit à la dame d'RT tout à l'heure, c'est du déclaratif. Moi, on me touche la mâchoire, j'aurais très bien pu dire ah oui, j'ai mal, vous pouvez ouvrir. Ah ben non, je peux pas ouvrir. Sauf que je peux pas mentir à mon médecin, et puis j'ai pas envie de mentir à la police non plus. J'estime juste que voilà, je ne suis pas blessé, j'ai pris des coups. C'est de l'humiliation, comme tu l'as dit tout à l'heure. Puis c'est même, ils outrepassent leur droit. Donc moi j'estime de mon droit de pouvoir porter plainte. Et effectivement, par contre, eux ils se protègent, eux ils ont tout prévu effectivement. Et juste si je peux rajouter un petit mot, c'est que à 17h le soir même de la manif à la gare, il était prévu d'aller perturber les vœux qui avaient lieu au salle du Duc Jean, les vœux de la CPAM aux autorités départementales. Et là, curieusement, il y avait 0 force de l'ordre. Les forces de l'ordre sont arrivées en retard, alors qu'ils savaient très bien depuis le midi qu'il allait se faire quelque chose là-bas. Moi, ça n'engage que moi, mais l'idée que j'ai, c'est qu'ils étaient très occupés à essayer de préparer une défense et à essayer de bien border tout ce qui s'était passé sur le parvis de la gare pour... de toute façon, ils se sont vus. Elle a interrogé tous les policiers qui étaient là ont été interrogés, puisque moi, l'OPJ qui m'a la deuxième personne, c'était une femme le soir. Quand elle m'a lu les témoignages, donc le type que j'avais, à qui j'ai envoyé le café, qui n'aime pas les gilets jaunes parce que en fait, quand il passe, il y a les gilets jaunes, il a une belle voiture et ils sont jaloux de sa voiture et donc il a toujours des ennuis avec eux. Voilà. Et les autres témoignages, en fait, c'était que des policiers. Elle m'a pas donné mais vu comme elle me disait, moi j'ai dit ben non, moi je reçois pas ça. Je sais qui a écrit ça. Elle me dit mais elle pouvait pas savoir. Ben, je dis si. Et en fait, voilà. Moi j'ai pas à les recevoir ou pas, mais je savais très bien. Tout était de toute façon contre moi. Il y avait aucun témoignage d'une personne qui était sur le terre-plein, qui avait vu. Et là on parlait de Thierry tout à l'heure, voir comment. En fait Thierry, lui il nie tout à fait avoir lancé les pétards. Bon. Sauf qu'en général, il a des pétards avec lui, donc c'est un peu gênant, et qu'il nie, et que moi, entre autres, moi je ne l'ai jamais vu lancer des pétards sur qui que ce soit, il les plante dans la terre ou il les met dans une rue, enfin bon. Après, donc lui, il est très traumatisé par contre par sa garde à vue, hein. Il est très... il a vécu les mêmes choses que moi. Bon, et on le prend peut-être plus ou moins bien, et lui c'est vrai que... Donc après, je pense que c'est pour ça qu'il ne va pas parler, mais s'il est reconvoqué, j'espère qu'il viendra témoigner de ses violences et ce qu'il a subi lui, quoi, parce que... Bon alors, ce qu'il faut savoir sur les pétards, c'est qu'il y a 4 catégories de pétards. Même les minos peuvent s'amuser avec, hein. Faut pas quand même le mettre dans l'anus du chat, mais bon, ils peuvent jouer avec. Mais autrement, il y a les F2 et les F3 qui peuvent être utilisés librement. Enfin, c'est ce qu'on trouve sur le site officiel qui donne des informations, le site gouvernemental. Les F4 qui sont réservés aux professionnels. Alors déjà, il y a 4 catégories. Il faut savoir quelle est la bonne catégorie. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les préfets peuvent interdire l'usage des pétards. C'est-à-dire que si la préfecture du Cher interdit l'usage des pétards, nul n'étant censé ignorer la loi, voilà. Alors ça, non, mais il faut donc rechercher s'il n'y a pas d'interdiction, les F2 et les F3 peuvent être utilisés sur la voie publique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, les F4, non. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des distances quand même, réglementaires. C'est-à-dire que si tu utilises un pétard de catégorie F2, la distance minimale à respecter face à des personnes, c'est 8 mètres. Si c'est un F3, la distance minimale, c'est 25 mètres. Voilà. Donc il y a quand même des règles. Alors, je dis ça simplement pour qu'on puisse continuer d'utiliser les pétards.
mais il faut les utiliser en tenant compte de ces règles-là. Je ne pense pas que les pétards qui ont explosé ces derniers temps étaient de ce calibre-là, en tout cas pas les F3. Bon, les F4, on ne va même pas en parler, puisqu'il faut être professionnel pour utiliser ce genre d'explosifs, parce que ce sont quand même des explosifs, il faut le dire. D'autant plus, ces pétards, ils sont fichés dans la terre, si j'ai bien compris. Ils ne sont pas tirés à bout portant voilà. D'une manière horizontale. Voilà. Donc bon, si on ne respecte pas la réglementation en vigueur, c'est 38 € jusqu'à 1500 € si ça tourne mal. Par contre, il y a des dommages. Là, ça monte très vite. Voilà. Mais là, il n'y a pas de dommages réels, en fait. Voilà. C'est d'un autre niveau, parce que franchement, les forces de l'ordre, réfléchissons. Quand elles tirent avec leurs lanceurs de grenades, avec leur LBD, quand elles envoient des grenades de désencerclement, les nombres de décibels qu'elles prennent quand elles ont les lanceurs dans les mains, il est bien supérieur à celle d'un pétard même de catégorie F3. Bon, ou alors il faut lui mettre dans l'oreille, mais là je n'ai pas l'impression que c'était le cas. Voilà. Enfin, il ne semblerait pas que ce soit le cas. Moi, je ne les ai pas entendus, les pétards. Moi, il y avait tellement de bruit. On va peut-être basculer maintenant sur l'arrestation d'Anthony, qui s'est faite samedi, il y a une quinzaine de jours maintenant, en lançant le témoignage d'une personne qui n'a pas pu venir nous rejoindre au studio, mais dont on a l'enregistrement. Bonjour Serge, on va parler de cette arrestation qui a eu lieu samedi, il y a déjà plus de 15 jours, où nous étions tous et au sujet duquel nous allons certainement évoquer la violence des forces de l'ordre ce soir. Et j'aimerais avoir ton témoignage. Donc toi, tu as identifié ce qui se passait à partir de quel moment ? J'ai identifié ça au début, dans la manif, vu deux personnes d'abord, s'en prendre après quelqu'un. Je pensais que c'était un manifestant, un gars de la manif qui était pris par les manifestants à partie, pas simplement parce qu'il voulait faire une connerie ou quelque chose comme ça. Ce qui n'en était pas vrai, parce qu'à partir de là, un troisième est venu, ils ont pris le gars, ils l'ont tiré de force, et c'était à hauteur de la banque de la BRO, juste à hauteur du panneau, et le tirer sur le côté en disant il est fiché, on le reconnaît. Je me suis dit tiens, des civils qui sont là parmi nous, et ils ont commencé à le tirer. En m'appuyant sur un des civils, je me suis aperçu qu'il avait un gilet pare-balles, qu'il avait un pistolet, et il ne s'est pas démontré une seule fois, il n'a jamais dit qu'il était de la police. Il dit on le connaît, on le sort de là. Et ça a commencé à lever, ils l'ont traîné, alors, mais comme un sac de patates, mais avec d'une brutalité infâme. Et seulement après est venu un officier civil, un adjudant-chef, le galon qu'il portait, pour s'interposer entre les manifestants qui voulaient défendre la personne qui était amenée de force sans savoir pourquoi, qu'ils ont traîné, avec une poubelle en plus de ça qui était à côté, qui pèse vraiment des kilos, on peut l'avoir sur place, mais tel un chien. Je leur ai demandé, mais moi, à titre personnel, il y a d'autres personnes, mais vous faites quoi, vous êtes qui? Ils n'ont pas répondu une seule fois, ils ne portaient pas de matricule de policier et ils n'étaient pas absolument habillés en policier. Ces trois personnes-là, les policiers sont intervenus après. Une femme est même intervenue là-dedans avec un grand imperméable. Elle s'est fait rembarrer par l'officier de police en lui disant « Dégage de là, mets ton brassard !» Et à ce moment-là, elle a mis son brassard et elle a sorti une matraque télescopique. Et cette personne venait de la foule. Donc il faut dire que dans la foule, nous avons des gens qui sont des barbouzes, que ce soit des policiers ou pas, que ce soit des gars de la BAC ou quoi, qui ne sont pas identifiés en tant que policiers et qui viennent pour matraquer et lancer la bagarre dans la foule. C'est mon sentiment. Après sont intervenus seulement quelques policiers qui ont fait barrage pour qu'ils l'amènent. Mais là, ils ont démarré c'est 4 personnes, dont un avec une veste de camouflage aussi, parmi les 3. Un gars qui avait un masque devant la figure, en plus, qui lui aussi faisait partie. Il y a eu des vidéos là-dessus, je pense qu'on peut se rendre compte que ce n'est pas la police normale, c'est simplement
moi, pour moi, des délinquants outre mesure et non pas des délinquants de manifestants. Alors, en fait, pour toi, est-ce que la police, sous le régime macroniste, on va l'appeler comme ça, hein, il y a eu une époque d'autres pays avec des noms anhistes, hein, comme en Espagne, le régime franquiste par exemple, est-ce que le régime macroniste, qui n'a pas directement à voir avec le régime franquiste pour l'instant, mais qui s'y engage, a toujours avec lui une police républicaine, ou utilise-t-il cette police républicaine comme une police politique? Pour ma part, elle utilise une police politique comme il a existé à une certaine époque, qui a été l'époque de l'Algérie, où nous avions le SAC et les barbouzes, sous Pasqua et sous De Gaulle. C'est les mêmes gens, et les sous Pasqua, la police non pas politique, la police qui venait entre les gendarmes mobiles, entre les militaires, n'était que des ressortis de droit commun des prisons françaises, qui venaient en Algérie tabasser les gens qui manifestaient pour le maintien de l'Algérie française. C'est une autre histoire, mais c'est mon histoire. Et donc, moi, aujourd'hui, je considère que nous avons une police de barbouzes, comme nous avons eu Benalla, et qui est déguisée, nous avons la police déguisée, et l'on fait supporter aux vrais policiers les erreurs de ces polices-là. Je vois. Un gilet jaune, un gilet jaune. Macron, démission, Voilà, donc un second témoin va décrire ce qu'il a vu et entendu ce samedi lorsque Anthony a été donc d'abord approché par des personnes et ensuite proprement mis à terre. Alors oui, c'est vrai que moi, c'est déroulé juste à côté de moi. J'étais déjà très surpris de voir ces personnes en civil, malmener, commencer à discuter quand même un petit peu avec cette personne, et qui, au bout d'un moment, ne comprenait pas ce qui lui arrivait, ne voulait pas se laisser faire, et puis on ne savait pas. Pour moi, sur le coup, on ne savait pas à qui on avait affaire. De toute façon, hein. On ne savait pas si c'était des policiers en civil. Et ça s'est très vite tourné, tourné en vinaigre. Hein. Parce que la personne ne voulait pas être interpellée parce qu'elle n'avait rien à se reprocher. Et ils lui sont tombés dessus. Ça a été vraiment très violent d'un seul coup. On n'a vraiment pas compris. On a été quelques-uns à s'approcher pour demander ce qui se passait. Et de là, il y en a un qui s'est retourné vers nous et puis qui nous a sorti 2 matraques télescopiques et puis qui a commencé à faire du banzai dans tous les sens. Et moi j'ai toujours pas compris, mais je dis mais c'est quoi ce qui se passe là? Et puis très vite, ils ont appelé des renforts parce qu'ils ont vu que ils auraient peut-être pas eu le dessus parce que nous on n'était vraiment pas contents, on voulait l'extraire de leur bras, quoi, de ce qu'ils étaient en train de faire en ce moment. Et franchement, et c'est vrai que très vite arrivé les renforts et puis c'est dommage, je pense qu'on n'a pas réagi assez vite, parce que je pense qu'on aurait pu l'extraire, parce que déjà il y avait sa maman, à ce monsieur, qui s'est fait bousculer dans tous les sens aussi, hein, parce qu'elle ne voulait pas qu'on emmène son fils. Et voilà, quoi. Puis après, une fois que les renforts sont arrivés, on n'a rien pu faire, quoi. Ils ont réussi à l'extraire et puis à l'emmener avec eux, quoi. Gazé, non, on n'a pas été gazé, hein, y a... des gens. Oui, ils l'ont isolé. Ah si, non, je raconte des bêtises. Ils ont sorti leur gazeuse. C'est vrai qu'ils ont sorti leur gazeuse parce que Individuel, ouais. individuelle,
en bombe là, et c'est vrai qu'il y a quelques personnes à côté qui ont été gazées. Hein, et voilà, bon après, voilà quoi. Et puis je vous dis, une fois que les renforts sont arrivés, ils ont réussi à le tirer avec. En plus, il s'est accroché à une poubelle. Ils ont réussi à tout emmener avec lui, avec eux. Et puis voilà quoi. Et puis ben, après, c'était fini. On pouvait plus rien faire quoi. Là, ils ont mélangé deux techniques, hein, la fameuse technique du décubitus ventral et la clé d'étranglement. C'est ça. On voit très nettement sur les vidéos la clé d'étranglement. Jaune est en train de monter un reportage avec On est en train de monter un reportage avec plusieurs vidéos de journalistes et de lanceurs d'alerte bénévoles qui étaient présents. Donc le montage est bientôt terminé, sera mis en ligne début de semaine prochaine. Voilà. Pour terminer sur cette interpellation et sur la fameuse histoire des Rio, je dirais simplement, après avoir cherché des textes juridiques extrêmement précis, alors est-ce que les plaques d'identification sont obligatoires? Eh bien oui, même pour les gens de la BAC, ainsi que le brassard, même pour les gens de la BAC, même quand ils sont en civil. Et figurez-vous que c'est une mesure qui a été mise en place par Manuel Valls en 2014. Oh, ça va pas nous faire regretter quand même. Hein, bon. Alors, la police nationale se veut claire sur son site. Depuis le 1er janvier 2014, les fonctionnaires de police sont tenus de porter un numéro à 7 chiffres qui permet de les identifier. Ce numéro imprimé sur une bande réfléchissante est également visible la nuit. Il est précisé, une mesure portée, mesure portée par machin. Les modalités du port du numéro d'identification sont précisées dans l'arrêté du 24 novembre 2013. On apprend ainsi que, lorsque les fonctionnaires revêtent leur tenue civile dans le cadre de leur mission, ils doivent tout de même être porteurs de leur numéro d'identification individuel, et cela même si les forces de l'ordre utilisent un brassard police. 3 exceptions. Elles ne nous concernent absolument pas. Le personnel chargé de la sécurité des sites de la Direction générale de la sécurité intérieure, les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger, et les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors des cérémonies, lorsque Castaner leur remet une jolie médaille. C'est ça. Et pas une exception de plus, bordel de merde! Le mensonge est partout sur ce sujet, et particulièrement dans la bouche des forces de l'ordre, qui invoquent toujours des prétextes bidons pour justifier le manquement à ces règles. Les personnels sont obligés de mettre le brassard avec le numéro d'identification dès lors qu'ils commettent une action de police, une interpellation par exemple. Voilà. C'est dit là, vous entendez les gars là? Ouais, alors moi si je peux rajouter... Alors à partir de demain, vous les mettez. Hein. Non, ouais. Cependant, je termine là-dessus. Les mesures répréhensibles, les sanctions. L'absence du numéro d'identification n'est pas considérée comme une faute. Pour un premier manquement, il y a un rappel à la règle. On va te tirer l'oreille, mon petit garçon. Ensuite, cela peut aller jusqu'à l'avertissement. Et comme disait Coluche, au bout des avertissements, tu as un blâme, et au bout de 10 blâmes, on donne une image. Etc. Voilà, donc voilà. Alors pour la cagoule, je terminerai sur la cagoule. Les policiers peuvent-ils porter la cagoule? Bah oui, tous. Tous, parce que c'est des cagoules qui sont inifugées et c'est des protections contre les cocktails Molotov. Donc la cagoule, ils peuvent la mettre quand ils veulent et n'importe quand. Voilà. Même si la Ligue des droits de l'homme a dit que là, ça devenait sans RIO et avec une cagoule, ça devenait impossible de savoir qui est à l'intérieur de l'équipement, quoi. Ouais. Alors si je peux juste rajouter un témoignage qui est embêtant, c'est que le soir même, donc le 9 janvier, le soir même, rue Michel de Bourges, où ils sont venus nous contrôler et nous attendre, Madame la commissaire divisionnaire principale de la ville de Bourges, à la question que je lui ai posée, est-il normal que vos collègues ne portent pas tous le RIO? Elle m'a dit texto, ah quoi, le RIO? Ah mais ça c'est tombé en désuétude, ça, c'est plus obligatoire. Alors, je te remercie de la précision que tu as apportée, mais entre-temps, je suis allé écouter et réécouter et même lire les vœux de Castaner à la police nationale, là, début janvier, et il est bien dans son discours qu'effectivement, alors ça n'a pas force de loi bien sûr, mais c'est quand même leur supérieur, enfin leur ministre de tutelle, qui dit quand on est policier, on assume qui on est et on porte son RIO. Donc pareil, je le rappelle à Madame
commissaire, si elle nous écoute, qu'il faut essayer de remettre les choses dans l'ordre. Moi, clairement, ce que je peux dire, c'est que sur le débat, est-ce que les policiers sont aux ordres, ils agissent uniquement sur ordre, ou est-ce qu'ils sont en roue libre? Moi, je suis plutôt sur la deuxième option. Je pense qu'il y a les deux. Oh, il y a un mélange des deux. Il y a un mélange des deux. C'est ça. Mais là, je veux dire clairement, quand tu as la commissaire qui te dit que le RIO n'est pas obligatoire, alors que, comme tu l'as dit, nul n'est censé ignorer la loi. La loi dit que c'est obligatoire. Le ministre rappelle que c'est obligatoire. Et des policiers qui font ce qu'ils veulent. Pour moi, ça s'appelle la roue libre et ça sent pas bon du tout, effectivement. On peut constater qu'il semblerait qu'éventuellement les plus gros mensonges ne soient pas du côté des gilets jaunes. Et les plus nombreux non plus. Alors, comme je l'avais promis, avant de donner la parole à Jean-Marc, qui va nous faire passer de l'introduction sur la violence à ce qui est la conclusion, puisque soumis à de la violence en permanence, les gens ingèrent à un niveau de violence de plus en plus important à l'intérieur de soi, parce qu'ils la vivent réellement dans les manifestations, soit parce qu'ils s'en abreuvent sur les chaînes BFM TV, mais le résultat au niveau du cerveau est le même, on en arrive à développer la haine. Mais avant de développer la haine, et pour que les gens aient la haine, les auditeurs comprennent bien comment on peut avoir la haine, je vous explique la technique du pliage ventral utilisée par les forces de police à la française. La technique du pliage ventral, tout d'abord, consiste à replier la personne sur elle-même, le torse posé sur ses genoux, et à la maintenir dans cette position le plus fermement possible. Ricardo Barrientos, le 30 décembre 2002, et Marianne Guetou-Agos, en janvier 2003, sont décédés par asphyxie à la suite de la pratique de ce pliage lors de leur éloignement de la France par avion. Une hôtesse témoigne l'interpellation de Marianne Guetou-Agos. Un des fonctionnaires était assis sur son dos, un autre lui tenait les bras derrière le dos, sa tête penchait dans le vide. Il est resté dans cette position, il criait de temps en temps, à autre, mais de moins en moins fort. Cela a duré 20 minutes. Le chef d'avion témoigne aussi. Un fonctionnaire de police, parfois même les deux policiers étaient assis sur son dos, l'un des deux portant parfois la main sur la bouche du reconduit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le pliage ventral, vous avez bien compris. Maintenant, le décubitus ventral, ce qu'a subi pour une part Anthony, en plus de la clé d'étranglement. Alors le décubitus ventral, lui, consiste à plaquer fermement une personne sur le sol et à le maintenir dans cette position. Sur les vidéos, on le voit très nettement, avec deux genoux de deux personnes différentes sur le visage, à l'aide d'une pression importante sur tout le thorax. Cette technique est en cause dans les cas déjà mentionnés de Mohamed Saoud ou de Mohamed Boukrourou. Elle est également pointée par des témoins et des expertises lors du décès d'Adama Traoré à la suite de son interpellation. J'ai du mal à respirer, avait-il prévenu durant son plaquage ventral, d'après leurs propres déclarations des gendarmes aux enquêteurs. Les premiers éléments communiqués pour le décès de Cédric Chouviat pointent également la responsabilité du plaquage ventral, appliqué par 3 agents. Voilà. La haine. Ça part. Jean-Marc. Oui. C'est bien triste tout ça. Bien, haine des élites, du peuple, de l'autre. La haine est dans l'air du temps. Faut-il la condamner ou se demander ce qu'elle révèle des fractures de notre société? Signe des temps, il y a de la haine dans l'air. Réseaux sociaux, rejet des médias, complotisme, terrorisme, déni du peuple ou colère envers les élites. L'époque est bien à la haine, et qui dit haine dit violence. Les Gilets jaunes ont fait éclater au grand jour certaines des grandes dissensions qui structurent la société française. Il y avait eu des signes avant-coureurs, Black Bloc, Nuit debout, émeutes en banlieue. Il y a des éléments de langage, fracture sociale, creusement des inégalités, colère populaire, mêlant autant les causes que les manifestations dans la rue. La haine, justement, est aussi bien une cause qu'un effet, un ressort, un mécanisme, qu'un signe, un phénomène. Elle est ainsi autant un mobile qui pousse à agir que la forme de l'action elle-même. C'est par haine qu'on agit avec haine. C'est d'ailleurs ce qui la rend si diffuse aujourd'hui. Il y a à la fois des raisons d'être haineux et une manière d'être haineux. En 1995, dans son film « La haine », Mathieu Kassovitz a désigné d'un seul mot tous les conflits profonds entre la jeunesse et la police.
Il les a rendus visibles, mais il ne les sortait pas de nulle part. Ils étaient déjà là, profonds, mais n'étaient pas montrés. Ce film a révélé que la haine avait quelque chose de permanent, de constitutif, et qu'elle n'était pas toujours belle à voir et à montrer, comme la violence, sa sœur aînée. Évoquer la haine, c'est donc dévoiler et scandaliser, car on désigne cette ambiguïté fondamentale. La société se soude essentiellement et paradoxalement sur des conflits, des dissensions, des aversions. Un groupe se réunit contre un ennemi qu'il hait, mais il est lui-même fissuré en son sein par la haine. Comment comprendre alors que la haine soude en fait ceux qu'elle divise? Se pencher sur la haine revient aussi à se pencher sur son contraire, l'amour. L'amour et la haine sont deux forces réciproques, positives et négatives, qui structurent le mouvement du monde. L'époque ne serait-elle pas ni mauvaise ou plus mauvaise? Elle est surtout plus radicale parce qu'elle veut montrer et dire ce qui va mal pour aller mieux. Juste une petite phrase que j'ai relevée aujourd'hui en lisant des documents et que j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'en fin de compte, les Gilets jaunes ont fait de la France une grande ZAD. Il y avait des petites ZAD en France, et bien maintenant la France entière est une grande ZAD. Et les projets sont multiples, sont imaginatifs, utopiques, et c'est bon. Et il y en a partout. À jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas de mettre des petits pouces bleus, comme on dit toujours, et de vous abonner, c'est important.